Pourquoi le football? Eh bien oui, pourquoi? Merci de vous être posé la question, Stéphane Floccari, avec ce livre qui est publié donc aux Belles Lettres. C'est un des sports les plus populaires au monde, peut-être même le plus populaire. Une balle, quelques joueurs, 22 normalement, et c'est parti, c'est simplissime. Il y a beaucoup de passion autour. Et vous, Stéphane Floccari, vous avez donc décidé de traverser le football, d'y confronter aussi les idées des philosophes. D'où vous est venue cette idée? Vous qui êtes, je dois le rappeler quand même, professeur de philosophie, et notamment à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Écoutez, d'abord merci de votre invitation et de me permettre de parler un petit peu de ce projet d'écriture. Effectivement, pour moi, le football et la philosophie, ce sont deux mondes auxquels j'appartiens depuis longtemps, depuis des décennies. Donc il est assez naturel pour moi d'essayer de les faire se rencontrer, même si j'ai bien conscience qu'on est au pays de Descartes et au pays de Molière. On est dans un pays qui n'est pas véritablement... On est dans un pays qui aime le sport, mais on n'est pas dans un pays de sport. On est dans un pays qui aime le football, mais on n'est pas dans un pays de football. Vous voyez, comme en Italie, par exemple, au Brésil, c'est ça ? Comme en Italie, les grands pays d'Amérique latine, où vraiment le football est une religion et un rite populaire permanent. Alors moi, ce qui m'a intéressé dans le football, c'est essayer de trouver un angle par lequel il soit possible de faire se parler ceux qui d'un côté aiment le football et qui parfois lisent, parfois ne lisent pas. D'un autre côté, ceux qui sont des intellectuels ou qui sont des grands lecteurs et qui ne s'intéressent pas nécessairement au football, et d'essayer de voir comment ces deux mondes peuvent se rencontrer. D'où la couverture avec Pier Paolo Pasolini. Tout à fait, qu'on voit jouer au football, qui est donc un grand intellectuel, un cinéaste, plus que talentueux, une figure, et qui jouait au football. Pour lui, c'était quelque chose d'important. Il y avait même chez lui une façon de dire que le football avait son propre langage, je crois. Il parlait de moments exclusivement poétiques. Alors absolument, Pasolini qu'on voit sur cette photo en train de jouer au milieu d'une bande d'enfants, sans doute en marge d'un tournage, adorait le football, aimait le football. Il y avait une explosivité du corps chez Pasolini qu'on retrouve dans son cinéma d'ailleurs. On retrouve dans son cinéma bien sûr, qui ne montre pas vraiment de scènes sportives, mais où le corps est très présent. Et Pasolini aimait beaucoup jouer avec ses amis cinéastes, écrivains. En Italie, ça se faisait beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, on le fait, mais en Italie, ça se fait depuis très longtemps. Alors, vous parliez du rapport de Pasolini à l'écriture et au football. Pasolini opposait les équipes qui sont, disons, plutôt du côté de la prose et les équipes qui sont plutôt poétiques. Et pour lui, la quintessence du football, c'est la finale de la Coupe du Monde 70, la première en Mondiovision, Italie-Brésil, gagnée par le Brésil. Alors, vous en parliez tout à l'heure, dans certains pays d'Amérique latine ou encore en Italie, le football est une religion. Est-ce que c'est une religion, une philosophie? Quand on parle, par exemple, de joueurs érigés en dieux du ballon, comme Pelé, Zidane ou Maradona. Alors, la question m'intéresse, effectivement, comme philosophe, parce que ce qui caractérise une religion, c'est qu'effectivement, il y a des dieux. La question se pose, par exemple, de savoir si le bouddhisme est une grande sagesse ou si c'est une religion, puisqu'il n'y a pas de voix divine à proprement parler, ou d'incarnation divine. Bon. Dans le football est incarné. Ce qui est intéressant dans le football, c'est que c'est vraiment, si c'était une religion, ce serait un polythéisme, et une sorte de polythéisme sans cesse renaissant, puisque chaque génération invente. Avec un panthéon renouvelé, en fait, c'est ça que vous nous dites. Tout à fait, absolument. Vous voyez, pour moi, le dieu de mon enfance s'appelait Michel Platini. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il parle encore beaucoup aux jeunes gens, mais c'est plutôt Zidane, c'est plutôt Messi, c'est plutôt Ronaldo. Griezmann, Mbappé. Voilà. Le football fait corps aussi, social, c'est ce que vous dites. Vous citez également Albert Camus. Tout ce que je sais de plus sûr, a-t-il dit, de la moralité et des obligations des hommes, c'est au football que je le dois. De quelle moralité et obligation parle-t-il? Qu'est-ce que ça véhicule justement comme valeur, le foot? Camus était un petit enfant pauvre, orphelin de père. D'Alger. Qui a trouvé, sans doute, sur les terrains de football, dans la simplicité de ce jeu, dans la solidarité des équipes, une force, un sens de l'amitié, des valeurs aussi. Et on parlait tout à l'heure, il y a quelques instants, de la notion de religion. On ne connaît pas l'étymologie exactement de religion, mais ça veut dire à la fois relier les hommes entre eux et ça veut dire à la fois se recueillir. Il y a trouvé les deux, je pense. Pour vous aussi, ça a été constitutif. Le football, c'est essentiel dans votre famille?
Ah bah, mes frères ont joué au football, mon père a joué au football, un certain nombre d'autres personnes dans la famille ont joué au football. Il est évident que ça nous a été inoculé depuis la petite enfance, même si on était très libre de choisir. Mais vous voyez, c'est le football qui nous a choisis. Vous dites que ça vous a construit, hein. D'ailleurs, vous étiez un élève brillant, mais un petit peu électron libre, si j'ai bien compris la chose, et que le foot vous a permis de vous canaliser, en fait. En partie, le football, la musique et aussi la chose intellectuelle. Mais effectivement, ça permet de faire ça aussi. C'est éducatif, le football. Alors, on parle beaucoup de football, là, évidemment, depuis le début de cet entretien, de football des hommes. Mais alors, est-ce que le football, c'est un monde d'hommes seulement? Il y a beaucoup d'équipes féminines aujourd'hui, et notamment grâce aux États-Unis, qui ont beaucoup porté ce projet-là. Eh bien, j'espère que ça va devenir de plus en plus un sport féminin, parce qu'évidemment, les filles, les femmes ont un grand rôle à jouer pour le faire évoluer peut-être vers une dimension encore plus spectaculaire, encore plus technique, et avec le sens du jeu. Et on voit Megan Rapinoe, qui est très engagée justement à l'américaine. Ouais. J'ai la chance d'avoir à l'INSEP comme élève chaque année des filles qui entrent en équipe de France A, et je sais à quel point elles aiment le football. Alors, on dresse un portrait très positif, mais le football aussi, on le sait, ces dernières années, il y a les accusations de football fric, de racisme, d'homophobie, de sexisme. C'est aussi tout ça, ce que ça véhicule. C'est normal pour vous que ça représente un peu un melting pot de la société? Si j'ai fait ce livre sur le football, c'était aussi un petit peu un plaidoyer pour le football. Il me semble que tous ces à-côtés auraient valu pour n'importe quel autre sport s'il avait pris la place du football, l'argent, l'homophobie, le sexisme, le racisme, la misogynie, tout ça, c'est absolument insupportable et ça ne devrait plus être associé au football. Malheureusement, le football le charrie parce que, comme toute grande activité populaire, il attire aussi la doxa et il attire un peu tous les comportements. Mais je ne crois pas que ce soit lié essentiellement à la nature du football. Merci Stéphane Flocaré d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre, donc, Pourquoi le football, est publié aux éditions des Belles Lettres. C'est un très beau livre. Merci d'avoir été avec nous. Merci.